Il s'est passé quelque chose. Nous sommes au début du mois de novembre. Le premier épisode de la 2e saison a été posté, comme prévu, le jour d'Halloween. Je suis content du résultat, je suis dans le salon du phare à l'étage et je travaille sur mon ordinateur et tout d'un coup l'écran devient noir. Je regarde autour de moi. Les lumières aussi se sont éteintes. Coupure d'électricité. Je descends au tableau, je vérifie tout. Ça ne vient pas de chez moi. Je sors sous le porche et c'est seulement le bruit des vagues, comme d'habitude. Je me dis que je vais appeler une amie qui habite le village le plus proche pour savoir si elle a du courant. Mais mon téléphone n'a plus de réseau. Et je sais qu'à cet endroit, il y a du réseau normalement. La pression monte un peu. Une panne de réseau, c'est assez inquiétant, surtout quand on vit un peu à l'écart. Je me retrouve comme un idiot, à essayer d'allumer les lumières au hasard dans le phare, sachant pertinemment qu'elles ne s'allumeront pas, juste pour constater, pour m'occuper les mains. Je déteste être interrompu dans une tâche, car il me faut toujours beaucoup d'énergie pour me mettre en action. Alors j'ai du mal à renoncer au travail que je faisais sur l'ordinateur, mais je me fais une raison, et je commence à jouer de la guitare, longtemps, puis du piano, longtemps. La nuit tombe. Je vérifie l'électricité, le réseau, toujours rien. Avec la lampe de mon téléphone, je trouve des bougies dans un placard, je les allume. Impossible de dormir, évidemment. Je me faisais des scénarios. Et s'il y avait eu une catastrophe, une attaque? Je regarde la mer, par la fenêtre. Il n'y a aucun bateau à l'horizon. Du moins, aucune lumière. C'est le noir complet. Je me dis que le lendemain, j'irai au village, juste pour croiser des gens, pour être rassuré. Je me voyais déjà arriver dans une ville déserte ou pire, croiser le boulanger qui se serait transformé en zombie, aller au cimetière et trouver des entrées de tunnels à la place des tombes. Bonne idée pour un futur épisode. J'essaie d'en rire. Je trouve le sommeil et d'un coup mes yeux s'ouvrent. Dans un état d'endormissement, j'ai eu une idée. La radio. C'est ce qu'on dit qu'il faut faire en cas d'alerte, non? Se mettre à l'abri et écouter la radio? Alors je n'ai pas de radio à pile, mais il y a une radio dans mon véhicule. Je sors, toujours dans un état second, fébrile. Il fait froid dehors, je ne me suis pas assez couvert. Je sais, moi aussi j'ai eu l'espoir d'obtenir une réponse, mais je suis resté là, devant cette radio, à écouter le bruit blanc. Novembre, décembre, janvier, février. Et c'était long, c'était difficile. Et une nuit, seulement, sans prévenir, toutes les lumières du phare se sont rallumées. Les murmures du phare. Bonsoir à toutes et à tous, au programme cette nuit. Une histoire originale horrifique, pareille de lit, écrite par Cédric Horry Lemarié. Alors j'ai hésité à mettre un trigger warning, mais dans le doute, vous pouvez vous référer à la description de l'épisode. Ensuite, nous irons nous balader autour du phare. Pour continuer, nous aurons une invitée, Apolline, qui nous parlera de sa vie. Et pour finir, l'habituel horoscope des enfers, c'est déjà l'heure. Êtes-vous d'attaque pour l'histoire? Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et laissez-vous porter par cet effroyable récit. Pareille de lit. 14 novembre. Il existe un mot, je ne m'y attendais pas, je n'avais jamais envisagé la possibilité que cela arrive aux autres aussi. Mais apparemment, si, et ça s'appelle la pareidolie. C'est mon professeur de français qui nous l'a expliqué en prenant l'exemple d'une prise électrique à 3 trous, à côté du tableau.
Il a dit que c'est comme ça que ça s'appelle, quand on voit des visages dans des objets. Une pareidolie. Rigolo comme nom pour un truc aussi flippant. C'est ce que j'ai chuchoté à Simon, mais lui ne trouve pas ça flippant du tout. Au contraire, ça l'a bien amusé. Et dès qu'on est sorti de cours, il a passé l'après-midi à chercher des visages dans des robinets, des nuages, dans l'écorce des arbres ou le dessin de leurs branchages, dans les taches sombres de la neige salie par les pas des gens. Au moins, ça me rassure de n'être pas tout seul à les voir. Même si ça ne m'a jamais vraiment dérangé, je me suis toujours demandé si c'était normal. « 23 novembre. Depuis que je connais le mot, j'ai l'impression de les voir partout. C'est toujours furtif, au coin de l'œil, et dès qu'on les regarde, c'est à nouveau un objet tout bête. Alors, il faut aller vite et tourner la tête d'un coup. J'ai la technique depuis longtemps, et j'avais déjà remarqué que ça marche encore mieux la nuit, quand je laisse ouvert la porte de la chambre et qu'il n'y a que la lumière du salon qui éclaire un peu. Avec la télé qui bouge, ça fait des ombres très propices. C'est assez rigolo, mais depuis que je connais le mot, c'est comme si je les voyais mieux. Elles peuvent véritablement apparaître partout et n'importe quand. Malgré tout, c'est quand il fait un peu sombre qu'elles sautent aux yeux. Hier soir, j'en ai vu une vraiment belle dans ma chambre, justement. En fait, je l'avais déjà vue, mais jamais si distinctement. Je m'étais endormi assez tard, je me souviens plus de quoi j'ai rêvé. Comme d'habitude, je me souviens jamais de mes rêves ou de mes cauchemars. Mais ça devait être un cauchemar, car lorsque j'ai été réveillé, j'étais en sueur. Et en ouvrant les yeux, il y avait la pareidolie sur les vêtements que j'avais posés en tas sur ma chaise devant le bureau. Mon cœur s'est emballé, comme à chaque fois. Il s'est arrêté de battre une seconde, le temps que mon cerveau prenne le relais. Et puis mes yeux se sont accoutumés à l'obscurité, et ça allait mieux. Ce n'est pas que ça fasse vraiment peur, c'est plutôt que c'est dérangeant une forme comme ça quand on ne s'y attend pas dans sa chambre. 1er décembre. J'ai passé l'après-midi avec Simon et c'était mortel. On est allé jusqu'à l'étang pour faire du patin à glace. Il neigeait quand on y est arrivé, donc tout était d'un blanc immaculé. J'adore ça. Non seulement le son des bottes d'hiver qui croustillent dans la neige, mais aussi les dessins incroyables que ça laisse par terre, comme des glyphes étranges, avant que la multitude des pas ne transforme tout ça en gadou. On a eu rapidement chaud à force de courir, et c'est génial ce moment où on se retrouve en pull dehors sous le soleil alors qu'il fait si froid normalement. Quand la nuit s'est levée brusquement, je ne m'étais même pas rendu compte que l'heure était passée depuis longtemps. Rien à signaler sur le chemin du retour, alors même que dans les ombres des branchages au soleil couchant, on aurait pu 10 fois au moins y voir un visage. Je me suis fait disputer par papa, mais ça valait le coup. « 12 décembre. Je n'arrive pas à y croire, vraiment, c'est pas possible. On arrivait tout juste au collège avec Simon, il n'était pas 8 heures et il faisait encore noir dans les coins, en plus avec ce brouillard, quand soudain, une énorme pareidolie est apparue d'un coup, sur son sac à dos. J'ai voulu lui montrer, évidemment. Il a enlevé son sac, j'ai essayé de replacer la fermeture éclair comme il fallait, avec la petite pochette ouverte à l'endroit de la bouche, mais pas moyen. Elle était partie. Avec l'entraînement, j'arrive à les voir vraiment longtemps maintenant, bien plus qu'avant. Pourtant, cette fois, ça n'a duré que quelques secondes. Elle est partie dès que j'ai touché au sac. Et puis là, croyez-moi ou non, Simon me dit de but en blanc « Une pareido quoi ?» d'un air ahuri. J'y crois pas. Il a oublié. Je comprends pas comment on peut oublier ça. Moi, depuis que je sais le mot, j'en vois toujours plus. 22 décembre. J'ai peur qu'on se soit mal compris, Adrien. C'est les mots exacts qu'a dit mon prof. Ça se voyait qu'il était sérieux, déjà parce qu'il m'appelle jamais par mon prénom, comme ça, on s'entend bien, et puis parce qu'il ne souriait pas, alors qu'il sourit tout le temps. Juste avant les vacances, et au moment de sortir de classe, ça m'a alerté. Je lui avais dit comme ça, en rangeant mes affaires, tout le monde était déjà parti, oui, je sais, je traîne, que j'avais vu une pareidolie sur son visage pendant le cours. Je voulais lui montrer que j'avais bien retenu et que j'écoutais. Et puis, c'était vrai, je ne l'avais pas inventé. Il m'a dit, c'est impossible, puisque c'est sur mon visage. Ce serait comme un pléonasme.
Je sais ce que c'est qu'un pléonasme. C'est comme une tautologie. Et pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire que ça se répète. Mon prof sait que je sais. Donc il a eu l'air troublé de me voir ne pas comprendre. Il a insisté. Ce que je veux dire, c'est qu'une pareidolie est déjà une apparence de visage. Cela ne fonctionne qu'avec des objets, des lumières, des formes. Je lui ai répondu que ça m'étonnerait beaucoup parce que j'en ai déjà vu, moi, sur des gens. Parfois sur leur corps, mais parfois aussi sur leur visage. Et même quelquefois sur des animaux. Mon prof me regardait bizarrement. Il m'a dit de m'asseoir, et puis il a dit « J'ai peur qu'on se soit mal compris. Qu'est-ce que tu vois exactement ?» en détachant bien les 4 syllabes. Alors je lui ai tout décrit précisément, je suis assez bon en description. Les visages qui apparaissent soudainement à un endroit que je ne regardais pas, mais qui sont là quand je tourne la tête, comme une peau qui aurait poussé dessus soudainement, comme une croûte plutôt parce qu'elles sont toutes brunes et desséchées pour la plupart, alors qu'elles semblent couler en même temps. D'ailleurs, c'est assez bizarre, tellement desséchées en tout cas que lorsqu'elles parlent, on dirait que leurs lèvres vont tomber, d'autant que leur voix n'est pas très agréable. Je dirais que ça ressemble à des pierres qu'on ferait crisser l'une contre l'autre, comme un éboulement, mais qui ne s'arrête pas. Celle de ma chambre en particulier, qui vient souvent sur la chaise du bureau, parle beaucoup, et c'est logique, je suppose, vu que c'est la plus grosse. On voit presque tout son corps maintenant. Elle est avachie sur le dossier de la chaise, à califourchon, et elle se cache un peu parce qu'elle est toute nue. Mais je le vois bien qu'elle a quelques kilos en trop. Et comme je lui dis, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte dans la vie, n'est-ce pas? C'est vous qui m'avez dit ça. Ça m'avait marqué, que j'ai dit à mon prof. Heureusement pour elle d'ailleurs, parce qu'entre nous, elle est laide à vomir. Et que les fois où elle est apparue sur mon oreiller, juste à côté, là d'un coup, sans prévenir, je vous dis pas la frousse. Et surtout, je vous dis pas l'odeur. Je me retiens de respirer tellement son haleine est insupportable. Mon prof fronçait les sourcils de plus en plus proches. À ce moment de ma description, il a plissé les yeux, comme pour voir au loin, et il s'est assis. Il m'a dit « Je ne sais pas si... Enfin, c'est bien que tu me racontes ça, c'est important. Je dois te prévenir que je vais en parler à d'autres adultes au collège. Ils vont sûrement vouloir te voir pour t'aider. Ça ne te pose pas de problème, non ? » Je crois que j'ai haussé les épaules, ou quelque chose comme ça, et alors, il n'a pas pu s'en empêcher, il s'est penché un peu vers moi, comme ils le font tous, et sur le ton de la confidence, comme si rien n'était grave dans la vie, il a chuchoté. Tu sais, ça peut faire du bien de parler de ce qu'on a dans la tête à quelqu'un dont c'est le métier de bien écouter. J'ai dit, oui, d'accord, si vous voulez, et ça l'a rassuré. Ça marche bien en général, même avec les psys. De toute façon, je m'en doutais bien dans le fond, qu'il me croirait pas non plus. C'était quand même triste de voir qu'il avait surtout peur de ne pas bien réagir lui, et pas spécialement de ce que je lui racontais moi. J'aimerais bien qu'il envoie une de pareidolie, une fois, même si ce n'est pas le vrai nom, ça lui ferait tout drôle. Il plisserait les yeux, là, je peux vous le dire. Bon, il est 22h maintenant, et il faut vraiment que j'aille me coucher. Déjà que si papa voit la lumière, je vais passer un sale quart d'heure. Pourtant, je n'en ai vraiment pas envie. Je sens qu'elle est là, dans mon dos, qu'elle me regarde et qu'elle attend, en silence. Que dès que j'aurai éteint la lampe de bureau et qu'il n'y aura plus que la lumière du réverbère dehors qui passe un peu à travers les rideaux, plus que la lumière du salon qui bouge sous la porte avec le film qui passe à la télé, elle sera là, accoudée sur le lit, la tête dans la main, tout affalée sur les draps, et j'aurai beau dire tout ce que je veux, elle fera avec le doigt sur son sourire, et elle me dira dans l'oreille, encore une fois, avec sa voix de rocaille et son haleine horrible, tu peux tout dire, vas-y, tu peux raconter n'importe quoi, de toute façon, personne ne te croira.
Voilà, c'était l'histoire de Cédric. Je vous propose maintenant qu'on essaie de l'appeler pour voir s'il est dispo. Allô mon Brice? Salut Cédric, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi mon vieux? Bah ouais, ça va. Là, je viens de lire ton histoire Pareil Dolly. Yes, t'as eu peur? Moi, j'ai eu peur la première fois que je l'ai lu. En fait, je trouve que c'est chouette parce que c'est un peu comme une montée glaçante. Il n'y a pas de jumpscare. On comprend au fur et à mesure et quand on comprend, c'est effroyable. Mais je trouve que c'est hyper difficile de doser le degré de compréhension pour pas paraître trop évident ou au contraire se faire comprendre, pas paraître trop obscur. Donc c'est pas évident je trouve. Et ça m'a bien aidé d'avoir un retour de ta part sur le premier jet pour savoir ce qu'on en comprend une fois que c'est écrit quoi. Pas si évident pour l'horreur. Le premier jet était un peu... Enfin, il y avait déjà cette idée générale trop bien, mais c'était pas exactement ça. Tu veux en parler ? Je me souviens, pour te dire, je me souviens plus du détail de ce qui était absolument différent, mais j'ai vraiment cette impression, un peu comme quand on écrit du roman policier ou des petites anecdotes d'enquête, qu'il y a un enjeu, à un moment donné, à avoir un retournement et il faut le comprendre. C'est pas juste une description d'un paysage et si on capte pas tout, bah c'est pas grave, on a quand même l'ambiance. Là, il y a un moment où il faut qu'on comprenne que ce sont des êtres qui existent indépendamment de l'esprit du personnage, mais qui sont quand même invisibles pour les autres. Voilà, essayer de le faire comprendre sans être aussi explicite, mais qu'on le comprenne quand même finalement. Eh ben, pas évident, bon défi. Défi relevé, j'aime beaucoup le résultat et c'est très très plaisant à lire. Ce que je trouve drôle aussi, c'est que j'ai l'impression, parce que c'est quand même un élève, mais qui écrit avec un style, avec des mots compliqués et tout, et j'avais vraiment l'impression de te voir toi au collège, de te lire toi au collège. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait d'effort sur le point de vue interne. Mais à un moment, il dit qu'il est bon en français. Oui, c'est un peu le petit twist d'excuse, quoi. Parce que effectivement, j'en avais besoin pour avoir une description qui soit un peu plus complexe. Est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations ? Alors mes inspirations, écoute, c'est mon ami Simon qui m'a expliqué ce que c'était une pareidolie. Et sur le moment, donc on a tout de suite été avec mon autre ami, avec Adrien et Simon, on a été chercher donc des exemples de ce que c'était sur internet et tout autour de nous, et en fait on s'aperçoit très rapidement quand on cherche des visages autour de nous que ça a rapidement un aspect très inquiétant. Et surtout si voilà, la nuit tombe, si on cherche on trouve quoi. Et c'est beaucoup des visages déformés, et du coup l'idée est venue assez rapidement. J'avais aussi en tête ce phénomène extrêmement bizarre je sais pas si t'as déjà fait ça, de se fixer dans les yeux dans un miroir alors qu'il y a peu de lumière pendant longtemps. Oui. Tu vois de quoi je parle. Et au bout d'un moment, tout ce qui est autour de nos yeux qu'on voit distinctement se met à devenir flou, à devenir vague. Et l'imagination prend le dessus et là on a l'impression de voir des ombres et des taches de sang, des coins obscurs, et c'est très inquiétant alors qu'on est en train de se fixer droit dans les yeux. Ça me rappelait aussi un petit peu ça sur l'image du double du visage spectral quoi. Eh ben c'est en effet ce genre d'ambiance qui est parfaitement retranscrite dans ta nouvelle. C'est drôle aussi parce que tu m'as fait un retour après le premier jet sur la portée symbolique que je n'avais pas vu en l'écrivant, des violences sexuelles qui était possiblement un message qui était possiblement une interprétation de cette nouvelle et qui la rendent d'un coup beaucoup plus violente et beaucoup plus sombre. Et c'était étonnant parce que je l'avais pas vu en l'écrivant. Mais une fois que tu me l'as dit, en la relisant, ça a sauté aux yeux. Effectivement, j'ai retouché aussi un petit peu pour que ça puisse être une interprétation possible, mais aussi pour que ça soit lisible quoi. Le but c'est de traumatiser personne quand même.
Cette dimension-là, elle est dans beaucoup d'œuvres horrifiques, j'ai l'impression. C'est ce phénomène des enfants à qui il arrive des choses, qui en parlent et qui ne trouvent de l'aide nulle part. Et en fait, j'ai l'impression que ce ressort, il est toujours extrêmement efficace pour une raison, c'est que en réalité, c'est un problème quasi de santé publique. Et je pense que c'est pour ça que ça nous effraie autant. C'est intéressant quand on touche du doigt pourquoi est-ce que des clichés dans le sens de lieu commun, dans le sens de code du film d'horreur nous touchent autant. Ouais, il y a vraiment quelque chose derrière. Bah ouais. J'ai un effet de déjà-vu là, d'être dans ce lit, en train de regarder le lambris du plafond d'une maison que je connais pas, te parler de ça. J'ai l'impression qu'on a déjà vécu ça. Mais peut-être que c'est le cas, et peut-être que ça t'inspirera une autre nouvelle, une autre participation pour la saison 3 des Murmures du Phare. Alors sur le déjà-vu, il y a vraiment un truc à faire là-dessus, ça me plairait bien, ouais. Eh ben on t'attend là-dessus, Cédric. Ah génial, c'est bien, je repars avec des idées. Merci pour tout, merci beaucoup. Je te fais des gros bisous, à plus, ciao. Bisous mon Brice. Bisous. Alors je m'aventure rarement ici la nuit, pas parce que c'est désagréable, mais parce que sans lumière, c'est un peu casse-gueule. Alors pour vous décrire, il y a un petit chemin qui descend du phare jusqu'à la mer, et en fonction de la marée, on peut avoir quasiment les pieds dans l'eau. Là, on n'est pas à marée haute complètement, mais il y a quand même un peu de vent. Je vous emmène en balade avec moi parce que je veux vous parler d'un projet. Je crois en avoir déjà parlé dans la saison 1, mais moi mon métier c'est de faire des films. Et les histoires que je raconte dans le podcast, souvent, ce sont des idées que j'ai eues pour des courts-métrages. Et en fait c'est compliqué de faire un court-métrage, évidemment. Il faut trouver des sous, il faut du temps, il faut constituer une équipe. Ça peut demander parfois des années de développement, juste pour 15 minutes, 20 minutes. Et donc voilà, j'en avais un peu marre que tout prenne du temps, tout le temps, et j'avais envie d'être un petit peu plus... de pouvoir produire des œuvres qui soient un peu plus dans l'actualité de ma créativité. Donc le podcast m'a permis ça. Mais ça fait plusieurs mois que l'envie grandit en moi de faire un court-métrage d'horreur. J'aimerais beaucoup ça. J'en ai jamais fait un vrai d'horreur. Dans mes courts-métrages, il y a souvent une dimension fantastique. J'aime les créatures, tout ça, mais j'ai jamais vraiment fait quelque chose qui a pour ambition de faire peur. Et avec le super retour que vous avez fait pour les histoires de la saison 1, l'idée a germé de peut-être prendre une des histoires pour l'adapter en court-métrage. Je me suis dit ça pourrait être chouette. Peut-être aussi que ça pourrait ne pas être chouette. Je ne sais pas. Et du coup, je voulais votre avis. Et il y a des espaces commentaires sur la plupart des plateformes. Je vais aussi faire un sondage sur mes réseaux pour voir ce que... Alors, je vous dis pas de mettre forcément celles que vous préférez des histoires, mais celles que vous verriez bien en court-métrage. Sachant que peut-être l'histoire, elle va être modifiée pour pouvoir être adaptée en images. Peut-être aussi juste que je le ferai pas, parce que je serai sur d'autres trucs. Mais dans tous les cas, même si c'est d'autres trucs, ça aura un rapport avec le fantastique et plus ou moins avec l'horreur, parce que vraiment là, en ce moment dans ma vie, je suis en train de manquer cruellement de fiction et de faire mon métier, c'est-à-dire de diriger des comédiens, de créer des univers, de travailler avec une équipe, de faire naître un projet. Et s'il peut y avoir des créatures, des trucs bizarres, je serai super content. Voilà, donc n'hésitez pas à participer au sondage, ça peut m'éclairer, ça peut m'inspirer. Ça me permet aussi d'en savoir plus sur comment est-ce que vous percevez mes histoires, donc ça me fait toujours très plaisir. Je vais remonter au phare et rejoindre mon invité, Apolline, pour la suite du podcast. À tout de suite. Invité, c'est un invité de Brice dans le phare.
Bonsoir Apolline, comment tu vas? Ça va, écoute, j'ai fait bon voyage. T'as voulu qu'on enregistre dans la bibliothèque, donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette pièce. L'ambiance est très cosy, très feutrée. Oui, c'est très chaleureux. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben, je m'appelle Apolline, je travaille dans l'industrie de l'animation 2D, donc je fais des dessins animés. C'est quoi ton univers un peu? Qu'est-ce qui t'inspire? Quel est ton univers visuel? Je saurais pas trop comment le définir. J'allais dire inquiétant, tu vois, mais ça veut rien dire en même temps. Bah, ça donne déjà une piste. Ouais. Poétique et plutôt dans les contes. Mais c'est tout à fait en adéquation avec les murmures du phare. Bon, peut-être sans la touche horrifique, parce que toi, je sais pas si t'es très porté sur tout ce qui est horreur, film si. d'horreur, si? C'est sûr. Ouais. Ouais, j'adore ça. Films d'horreur, choses un peu inquiétantes, les histoires autour du feu qui font peur. Ce genre de choses, j'aime bien. C'est quoi ton premier rapport avec une fiction qui t'a terrifié? C'est vrai qu'avec Célia, donc ma sœur jumelle, on aimait bien, depuis qu'on est petite, aller sur un site internet qui s'appelait Mister TV, et où ça regroupait plusieurs extraits vidéo de choses en rapport avec les ovnis ou des créatures un peu étranges, des creepypastas, des choses comme ça. Et en fait, il y avait plusieurs thèmes différents, et en général, moi je prenais les thèmes des ovnis ou des fantômes, et on regardait un peu. Et c'était des vidéos qui nous faisaient peur en règle générale. Donc voilà, moi j'aimais bien. C'était nos premières frayeurs en gros. Voilà. Donc toi, ta préférence, c'était plutôt ovni? Bah, pas vraiment, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui m'intriguait, mais c'était surtout les fantômes, moi, qui me faisaient peur. Et puis aussi quand même les créatures comme le chupacabra. Voilà. Ah ouais, mais moi j'ai appris super récemment ce que c'était que le Ah ouais? chupacabra et tout. Ouais, c'est pas du tout un truc qui a porté mon imaginaire horrifique depuis l'enfance, comme la Dame Blanche ou des trucs super connus, tu vois. Enfin, j'ai appris ce que c'était pendant le confinement. C'est vraiment une créature qui m'effrayait. J'en parle avec des amis et eux, ils y croyaient pas à ces choses-là. Mais moi, moi j'aimais bien, j'y croyais. Donc voilà. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te situes par rapport à ces croyances-là? Est-ce que... Ouais, j'ai quand même envie d'y croire. Comme là, dernièrement, j'ai appris l'existence du Dogman, par exemple. Enfin, pas son existence, mais... en Franche-Comté, j'entends souvent parler des personnes qui l'ont vu. Et moi, j'ai envie d'y croire parce que, je sais pas, en fait, quand j'ai revu des photos, je ne sais pas si c'est des vraies photos, mais du Dogman, ça m'a remis un peu la même sensation quand j'ai découvert le chupacabra à l'époque. J'ai aucune idée de ce que c'est que le Dogman. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors le Dogman, c'est pas vraiment comme un loup-garou, c'est vraiment... quand on le décrit, c'est vraiment un énorme loup, mais qui est presque sur deux pattes, mais qui fait quand même plus animal qu'humain, et qui a un sourire très effrayant, vraiment une grande mâchoire, et qui est vraiment très imposant, et qu'on voit la nuit dans les brouillards, enfin ce genre de choses dans la forêt. Et il y a des personnes qui l'auraient vu quand ils étaient en voiture, et ils le décrivent vraiment comme une créature gigantesque qui ressemble à un loup. En Franche-Comté spécifiquement ou... Un peu partout, mais j'en ai entendu parler des fois en Franche-Comté, ouais. Donc, en Franche-Comté, il se passe beaucoup de choses. C'est the place to be pour le paranormal, en fait. Ouais. Franchement, je pense que si on aime le paranormal, faut aller là-bas. Eh ben, ok, j'ai envie d'aller voir un visuel, du coup. Attends, on va regarder. En direct live. T'as tapé quoi? J'ai tapé Dogman photo. Mais tu vois, je tombe sur de tout, quoi. Ah, c'est celle-là. Enfin, moi, ça me fait peur. Franchement, ça, tu vois. Après, on dirait un gros chien. Mais, je sais pas, quand la première fois que j'ai vu la photo, vraiment, j'étais pas bien, quoi. Enfin, on voit sur la photo que c'est pris... y a comme une teinte un peu verte, comme sur les caméras vision nocturne des années 2000, quoi, un petit peu. Les yeux sont luisants, comme si ils prenaient la réflexion d'un projecteur qui était dans l'axe de la caméra. Mais je trouve qu'on dirait un petit peu plus un fauve, non? Ah, je sais pas. Écoute, moi je trouve, en plus tu regardes, il a une espèce de sourire là, enfin une grande mâchoire là, ça me
Moi, il m'a fait peur. La première fois que j'ai vu cette photo, ça m'a fait peur. Ça fait peur, mais après, bon, moi qui suis un petit peu trop cartésien, Oui. j'agace les croyants. Mais je trouve qu'on dirait une photo prise de nuit dans un zoo avec des lions. Un lion, tu vois, ou un truc comme ça. Peut-être. Hein. Peut-être. C'est possible. Je n'ai aucune preuve. C'est juste mon esprit rationnel qui tente absolument de se rassurer si un jour je vais en Franche-Comté. J'ai pas envie de me faire bouffer. Bah écoute, nous verrons. Peut-être qu'un jour, si jamais je le croise, je le prendrai en photo, puis je te montrerai. On le postera sur l'Instagram des Murmures du Phare à tout prix. Ok, on fera ça. Quel est ton rapport aux rêves ? Oui, alors moi je fais pas spécialement des rêves, en rapport avec du paranormal. C'est plutôt des rêves assez glauques quand même. Je sais pas comment dire. Je sais pas pourquoi. Il y a souvent, c'est pas du paranormal, je sais pas comment qualifier ça, mais il y a quand même beaucoup la notion du cannibalisme, tu vois. Je te jure, ouais. Et je sais pas pourquoi. Il y a toujours cette notion-là souvent cette notion-là qui est là. Et vraiment, il y a vraiment un rêve qui m'a marqué en particulier où ça parle un peu de zombies, quoi. Attendez, juste, je dois faire une aparté. Là, j'ai en face de moi Apolline qui porte une jupe avec un petit écusson de la Patte Patrouille. Elle a amené avec elle un carnet avec Ladybug dessus. Donc vraiment, quand j'entends cannibalisme, j'avoue que j'ai dû faire une tête. Je pense que là, vous pouvez pas le percevoir, mais je suis assez étonné. Mais vas-y, continue. Oui, hein, c'est étonnant, effectivement. mais oui, c'est des rêves très glauques que je fais. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux, dans ces rêves-là, je peux modifier l'histoire, ou revenir en arrière, ou changer l'esthétisme. Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme si des fois j'étais dans un dessin animé. Et en fait, là, c'était plutôt une esthétique type manga, on va dire. Mais en plus, ça se passait vraiment dans une ville spécifique en Franche-Comté. Je m'en souviens très bien. Et c'était vraiment un univers post-apocalyptique avec des zombies, des choses comme ça. Et j'étais soit en première personne et quelquefois en troisième personne. Et du coup, vraiment, puis c'est une histoire qui se termine vraiment pas bien. Mais toi, tu es zombie ou comment ? Non. Ou c'est les autres autour de toi, c'est les gens que tu reconnais qui sont devenus zombies ou c'est quoi ? C'est la plupart du temps, c'est des personnes que je connais pas. Et la globalité du temps, c'est moi qui me fais manger. Voilà. Ah ouais. Ouais. Tout le temps. Ouais, je crois, tout le temps. Et, mais il y avait aussi une autre histoire qui est plus ou moins, on va dire, du cannibalisme, mais je sais pas trop comment le définir. C'était quand je faisais mon film avec les cerfs. On peut le voir en plus, ce film. Il est en ligne ou pas ? Oui. Il est très beau, ce film, j'aime beaucoup. Le film s'appelle Le Parc aux cerfs, un film que j'ai réalisé en équipe pendant 2 ans. Et ça a été donc 2 années consécutives où on faisait le film tous les jours. Quand on fait un film, c'est pas toujours facile. Et j'en faisais des cauchemars. Et je faisais beaucoup de cauchemars liés aux cerfs. Et donc il y a cette histoire où je suis en première personne, où je rentre dans un appartement. Et en fait, je suis une espèce d'humaine biche. Et en fait, je me retrouve avec des personnes qui veulent me manger parce qu'ils aiment manger des bois de cerf. Mais comme il n'y a plus de cerf, ils vont manger une biche. Et du coup, je me fais manger à la fin. Et il y a un autre cauchemar où là, ça ne parle pas de cannibalisme, mais en fait, on m'a forcé à me faire un tatouage de bois de cerf. Et en fait, dans le film que j'ai co-réalisé, le bois de cerf est un élément important du film parce qu'il corrompt le roi. Donc le roi devient méchant. Et donc, en fait, il y avait beaucoup cette notion de bois de cerf dans mes cauchemars, en fait, qui était très présent pendant la réalisation de ce film. Mais je suis toujours assez sensible au récit des gens qui travaillent dans le monde de l'animation. Tu sais, moi j'ai fait un documentaire sur l'écran d'épingle d'Alex Ayev et Claire Parker, où j'ai suivi des artistes. D'ailleurs, ce documentaire est parfaitement disponible sur ma chaîne YouTube en intégralité. C'est un 56 minutes. Vous pouvez aller le voir. Ça s'appelle « Pourquoi l'écran d'épingle ?» Et je suis toujours assez étonné de voir à quel point la réalisation d'un film d'animation qui s'étend comme ça sur un temps très long peut être aliénant
ça atteint au bout d'un moment. Là, c'est fou parce que te mettre dans la posture d'une biche, c'est quand même plonger à l'intérieur de ton histoire très fortement, quoi. Oui, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui, effectivement. En fait, c'est comme si, dans cette histoire, la biche, elle se sauve du château dans le film. Et moi, dans mes rêves, c'est comme si je me sauvais, au bout d'un moment, peut-être de la réalisation du film. Et du coup, je rêvais souvent de cerfs, de choses comme ça. Comme si ça me suivait partout, quoi. La figure du cerf, c'est pas un petit peu un poncif de la psychanalyse et tout ça? En fait, non. En fait, je dis ça juste parce qu'il y a une série qui s'appelait Hannibal et qui était bien. Et je crois qu'il y avait des bois de cerf aussi, beaucoup, non? Mais je me souviens plus exactement. Je crois que ça représente le père ou je sais pas quoi. Mais je me souviens plus. Mes souvenirs remontent sur cette série. Mais il faut voir un peu la signification derrière, mais il y a aussi tout ce côté memento mori. Et le memento mori, le cerf est très représentatif parce qu'il y a aussi tout ce côté taxidermie. Et quand on dit taxidermie, la première chose qu'on imagine, c'est une tête de cerf sur un mur qui a été chassée. Moi, je suis souvent assez étonné par ces rêves où on contemple sa propre mort. C'est-à-dire que, en réalité, je pense que si on se fait dévorer par une horde de zombies, on est plus censé être conscient, non? Je sais pas. Rassure-moi. Comme je t'ai dit, moi, après, tu sais, je suis en première personne, mais aussi, ça m'arrive d'être en troisième personne. Et donc, en fait, dans le premier rêve que j'ai expliqué, où je suis dans le village de la Franche-Comté, je suis morte. Mais sauf que à partir du moment où je suis morte, je suis en troisième personne et je vois ce qui s'y passe encore et du coup mon corps qui se fait dévorer. Wow. Et des fois j'essaye donc il y a des moments où je peux rembobiner et changer l'histoire, mais des fois je peux pas. Et donc du coup c'est assez difficile, mais une fois que je suis morte, oui, je me réveille pas tout de suite, quoi. Mais j'ai plus mal, quoi. Donc ça me fait penser. Alors là on est presque en libre association d'idées, hein, mais ça me fait penser à... Je sais pas si tu connais un petit peu Jodorowsky. Jodorowsky, c'est un réalisateur qui a fait plein de films assez ésotériques et qui est aussi un peu gourou sur les bords, quoi. Enfin, ou même plus que ça. Et qui a fait un film documentaire qui s'appelle Psychomagie. Ça parle d'une pratique pour guérir de traumas ou de problèmes dans la vie, en réalisant des actes artistico-magiques, comme des rituels. C'est un documentaire, hein, donc en fait, il montre comment est-ce qu'il intervient et qu'il fait des actes psychomagiques sur les gens. Et il y a un homme qui a des tendances suicidaires, dans mes souvenirs. Il lui fait creuser un trou dans une réserve où il y a des vautours. Ensuite, il le fait s'allonger dans le trou et il met à la place de son ventre des boyaux d'animaux. Et donc le mec contemple lui-même les vautours qui viennent manger sur son ventre des boyaux, comme s'il était mort en fait. Donc pas dans le but de le traumatiser, hein, mais dans le but qu'il expérimente une bonne fois pour toutes le fait d'être mort pour ensuite renaître. Et là il y a plutôt une cérémonie de renaissance. Alors c'est très perché, c'est très edgy, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Je pense que c'est quelque chose de très humain de vouloir garder un œil sur sa propre mort. Ah oui, c'est possible, c'est peut-être le contrôle aussi. Avoir un contrôle sur sa vie et sur sa mort. Je sais pas, il y avait un autre rêve aussi, mais c'est pas vraiment lié au cannibalisme, mais c'est un rêve qui m'a vachement marqué, parce que là, pour le coup, je pouvais pas le contrôler. C'est dans un monde comme je suis là actuellement, mais où la différence, c'est que les gens qui y vivent, dès l'instant qui perdent de la poussière, quand ils se frottent les bras et qu'il y a de la poussière qui tombe, ça veut dire qu'ils vont bientôt mourir. Et en fait, il y a mes parents qui avaient ça. Je voyais ma maman qui se frottait les bras et en fait, il y a de la poussière qui tombait. Et ça voulait dire qu'elle allait bientôt mourir. Et en fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui me travaille, la vieillesse de mes parents. Et en fait, ce rêve, ça m'a vachement traumatisée parce que, ils étaient normaux, comme je les vois là, et sauf qu'en fait, il y avait comme un... Plus le temps passe et puis plus ils perdent de la poussière, en fait. Vraiment, c'était très particulier. Et c'était vraiment une norme dans cette société, dans mon rêve. C'était, c'est normal, les gens, ils perdent de la poussière et on fait avec et puis c'est tout, quoi. Et sauf que moi, j'étais là, oui, mais non, parce que ça veut dire qu'ils vont bientôt mourir. Voilà, ça, c'est un rêve qui m'a vachement marqué.
Il est marquant et très symbolique. Ton petit carnet avec Ladybug m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est mon petit carnet de rêves. Voilà, j'ai commencé à écrire quelques rêves que j'ai faits. Et en fait, je mets une phrase d'accroche qui m'a vachement marquée, qui s'est passée dans mon rêve, parce qu'il y a des dialogues parfois. Et un petit résumé. Et puis parfois, je mets aussi le chara-design, donc l'esthétisme du personnage, à quoi il ressemble, à quoi il m'a fait penser, à quel personnage de quel dessin animé ou des choses comme ça. Et puis je mets aussi parfois l'année, la date et tout. Enfin, c'est plutôt des cauchemars en fait, plutôt que des rêves. Mais parfait, c'est l'endroit. Mais c'est fou quand même, tu rêves beaucoup en animé et tu en tires un chara-design quoi. Chara-design, ça veut dire character design, c'est quoi ? Oui, c'est le design des personnages, c'est à quoi ils peuvent ressembler, quel type de personnage, et puis comment ils sont habillés. Il y a des dessins animés qui t'ont marqué pendant l'enfance ? Ah oui, il y a un dessin animé, c'est grâce à ce dessin animé justement que depuis que je suis enfant, j'ai voulu faire ce métier. Ce dessin animé s'appelle Brisby et le secret de Nîmes, de Don Bluth. Moi j'en ai entendu parler, parce qu'il a sa petite réputation. Il est quand même très particulier. Oui. Ça m'étonne pas que ce soit ton préféré. Oui, il est particulier, mais moi je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un dessin animé qui n'a pas énormément marché à sa sortie malheureusement, mais je le trouve magnifique, assez sombre pour un film d'animation, mais c'est le style du réalisateur qui a réalisé Anastasia, entre autres, et Petit Pied et la Vallée des Merveilles. Ce film m'a vraiment marqué quand j'étais petite, une espèce d'obsession. Ça me faisait peur, mais en même temps, je voulais toujours le voir, je voulais toujours en voir plus. Et en parlant de chara-design, par exemple, déjà, le design des personnages m'ont vachement marqué à l'époque. Que ce soit les dents, c'est des souris, et la tante Musaraigne, elle a vraiment une mâchoire assez particulière. Jérémy le corbeau, il a vraiment des pieds, je sais pas, les pieds, ça m'a vachement marqué avec les griffes. T'avais quel âge quand tu l'as vu ? J'avais peut-être 5 ans. Ah oui. Et est-ce que tu peux, juste pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément entendu parler du film, donner un petit contexte sur l'histoire ? L'histoire, c'est Brisby, une maman souris qui veut sauver son fils qui s'appelle Timothée, qui a la pneumonie. Et en fait, malheureusement, Timothée ne doit pas sortir de la maison. Sauf que le fermier, avec son tracteur, doit retourner la terre. Le souci, c'est qu'il peut écraser la maison avec les enfants de Brisby ainsi que Timothée. Donc elle va aller voir le grand hibou, qui est le sage de la forêt. Et le grand hibou va lui dire d'aller voir les rats, qui sont très intelligents. Et en fait, il y a une raison derrière de pourquoi les rats sont très intelligents, pourquoi ils savent lire, pourquoi ils ont pourquoi ils savent utiliser l'électricité, ce genre de choses. Et donc, elle va leur demander de l'aide pour sauver ses enfants et trouver une solution pour déplacer la maison sans que Timothée puisse sortir de la maison. Oui, donc c'est quand même, on part sur des enjeux pour les enfants, c'est vraiment genre la mort de son enfant qui est malade. Oui, c'est ça, il n'y a que du stress tout le long du film. Ouais, mais le visuel, c'est vrai que le visuel est très sombre, quoi. Il y a vraiment une patte graphique très intéressante. Je comprends que ça soit une référence pour toi. Le monde du cinéma d'animation, il se cherchait, en tout cas pour les enfants, c'est-à-dire que c'est quand même un film à destination des enfants, mais je pense pas qu'ils avaient des psychologues dans leur équipe, là, quand ils faisaient leur scénario et tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, les films pour enfants, ils sont calibrés, ils sont relus par des gens dont c'est le métier, je suppose, parce que il y a beaucoup moins de choses susceptibles de heurter les enfants ou des choses qui sont pas de leur âge et tout. Maintenant, j'ai l'impression super contrôlé, quoi. Oui, c'est très contrôlé, c'est très... on peut plus autant montrer... pour les longs métrages, je ne sais pas, mais pour les séries pour enfants, c'est très contrôlé. On peut plus montrer, par exemple, de la malbouffe dans les dessins animés. Comme par exemple dans Oggy et les cafards. Une scène marquante où t'as les cafards qui vont chercher de la nourriture dans le frigo. Mais on a fortement insisté aux animateurs storyboarders qu'il faut qu'ils prennent des bons légumes dans le frigo et pas de la malbouffe. Donc du coup, c'est vrai que les cafards dans Oggy et les cafards, ils sont très... Ils sont très healthy. C'est ça. Ils pensent vraiment
bien à leur alimentation. Ils mangent 5 fruits et légumes par jour. C'est ça. Et du coup, ce sont des quotas que l'on doit respecter. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'attache pour ces films des années 80, c'est qu'on n'avait pas peur de montrer certaines choses aux enfants. Et on faisait aussi des films pour adultes qui étaient avec des messages encore plus forts et qui malheureusement n'ont pas trouvé leur place à cette époque-là, mais qui commencent fort heureusement aujourd'hui à trouver un peu leur place. Tu penses à quoi, par exemple ? Je pense à The Plague Dog, Les Chiens de la Peste, qui vraiment, je pense, est la plus grosse référence, enfin le plus gros exemple d'un film qui maintenant est considéré comme un diamant noir et qui à l'époque a été censuré maintes et maintes fois. Il y a eu énormément de versions de montage différents de ce film parce que on doit pas montrer ci, on doit pas montrer ça. Tu veux nous en parler un petit peu, parce que c'est un film qui est pas très connu, même si aujourd'hui il l'est un peu plus qu'à l'époque où il était censuré. C'est quelle année ? Je dirais 83, mais je suis pas sûre. Ou 87. 87. Ah, j'ai une bonne mémoire, hein. Déjà, le film commence très brutalement. Donc je précise, ce n'est pas un film pour enfants. Le film commence très brutalement où nous voyons des chiens subir des expériences de vivisection. Et donc ces chiens vont essayer de se sauver. Donc nous avons 2 chiens, je ne sais plus leur nom, mais on a un gros chien noir qui a peur de l'eau, parce que lui il subit des expériences où on le noie continuellement, et on le réanime et on le remet à l'eau. Et le petit qui lui a comme le crâne apparent, c'est qu'on lui a fait subir des expériences au niveau du cerveau. Et donc des fois il lui arrive d'avoir des hallucinations et des choses comme ça. Et donc ce sont des chiens qui voudront se sauver du laboratoire. Ils réussiront, mais malheureusement ils se retrouvent vraiment dans un paysage perdu, où c'est qu'ils vont devoir survivre en mangeant des moutons des bergers. Et malheureusement, les bergers ne sont pas contents. Et donc, ils vont faire appel à des chasseurs et appeler le laboratoire pour leur demander s'ils n'ont pas des chiens qui se sont échappés. Et donc, il y aura une traque tout le long du film pour chasser les chiens parce qu'on dit qu'ils ont la peste. Et donc, à la fin, c'est une fin très très jolie, très 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 bien réalisée, mais malheureusement, nous ne savons pas si ça se termine bien ou pas. Je sais pas si on peut spoiler à ce point. En vrai, je n'ai pas trop dit. Hein. C'est un court-métrage, il dure combien de minutes ? C'est un long-métrage. C'est un long-métrage. C'est un long-métrage. Alors, comme j'ai expliqué, c'est un film qui a eu énormément de remaniements de montage. Le film dure un peu plus d'1 heure, mais en fait, il y a une version qui a été coupée de 30 ou 40 minutes, je ne sais plus, pendant des années. Donc moi, je l'ai vu il y a plus de 10 ans, ce film. C'était un lost media, les minutes qui manquaient pour ce film. Donc il y a 2 plans que je cherchais de ce... Non, 3 du coup. 3 plans que je cherchais de ce film qui n'apparaissaient pas dans la version que j'ai vue à l'époque. La première est... lorsque les chiens se sauvent du laboratoire, ils rentrent par un four crématoire, où c'est qu'on brûle les chiens morts du laboratoire. Et en fait, lorsque j'ai vu ce plan la première fois, je trouvais que c'était bizarre. Comme si on avait voulu cacher quelque chose sur ce plan. Et donc j'ai fait mes recherches à partir de là. Et j'ai découvert qu'en fait, ce plan a été zoomé dans la version que j'ai vue pour cacher le décor et assombrir aussi le décor. C'est-à-dire que nous voyons des crânes de chiens qui, comme si ils encadraient le plan avec des cages thoraciques, des os, des choses comme ça. Et en arrière-plan, au fond du four, on voit une petite fenêtre avec comme un ciel bleu et des arbres et des fils barbelés, ce qui, je pense, rappelait peut-être un peu trop une certaine période de l'histoire. Et on a voulu assombrir tout ça et zoomer en coupant les os, les crânes, tout ça. Et donc, c'est un plan qui, la première fois que je l'ai vu, je trouvais que c'était bizarre. Et donc, c'est un plan qui, même dans la version que j'ai vue complète, restera zoomé.
Et le deuxième plan qui je trouvais bizarre, c'était donc la carcasse de mouton que j'ai vue dans la bande-annonce, mais qui n'était pas dans le film. Et il y a eu d'autres plans avec des carcasses de moutons ensanglantées, il y en a plusieurs en fait. Et le troisième, donc celui-là, c'est une image que j'avais vue sur internet, mais très petite, un peu floue, pixelisée, mais on arrivait quand même à distinguer ce qui s'y passait. C'est un humain couché, en vue très très lointain, en vue de, comme si la caméra filmait en vue de haut, couché dans la neige, avec du sang partout, et avec une cage thoracique apparente. Ah. C'est l'ambiance. Ouais, très bonne ambiance ce film. Et ça, tu l'as juste vu en tout petit et t'as jamais réussi à le voir. C'est pas non plus sur la version finale, enfin la version intégrale. Alors si, il y est du coup dans la version intégrale que j'ai eu la chance de voir dernièrement. Mais tu l'as eu où? C'est un Blu-ray? Non, je suis tombée dessus par hasard sur internet, vu que je fais mes petites recherches tous les ans sur ce film. Et il a été posté. Je voyais qu'en fait le temps était plus long que ce que j'avais l'habitude de voir. Et je me suis dit, c'est étrange. Et donc. C'était Noël pour toi? Ah oui, j'étais très. Quand j'ai découvert qu'il y avait ce plan-là, je me suis dit, ok, je pense que c'est la version que je cherchais depuis 10 ans. Et donc je l'ai revu en entier. J'ai regardé les deux films en même temps. Et j'ai pu constater que même le montage était différent. Ce qui est très curieux, c'est qu'ils aient censuré un film qui n'est pas à destination des enfants. C'est un film pour adultes. Pourquoi il a été censuré? Je comprends pas. C'est un film qui, maintenant, est considéré comme adulte, mais à l'époque, les films d'animation, c'est pour les enfants. Et donc... Tu penses qu'il y a des enfants qui l'ont vu? Oui, je pense. Toi, tu l'as pas vu enfant? Je l'ai un peu entrevu quand j'étais peut-être au lycée, donc j'étais encore assez âgée, mais il m'avait bien marqué à l'époque quand même. Et je l'avais pas revu, parce que pour moi, ça faisait partie des films durs à voir. Et après, en m'y penchant plus dessus de ces films un petit peu violents des années 80, je suis devenue obsédée de ce film parce que je le trouvais un peu osé, une direction artistique très réaliste, et surtout qu'il y avait très peu d'informations, et je me demandais pourquoi. Dans les ambiances un peu sombres des films qu'on a vus enfants, pour le coup, il y a Taram et le chaudron magique quand même. Ça, c'est le dessin animé un peu gothique qu'on a quasi tous vu, non? Non, moi, je ne l'ai pas vu, vois-tu. Mais je vois très bien l'esthétisme assez sombre, surtout que c'est un film Disney. Et à une période, Disney faisait quand même des films, par exemple Blanche-Neige et les 7 nains, qui m'ont, moi, marqué à l'époque quand je l'ai vu quand j'étais petite. J'avais peur de ce film. Et c'est vrai que la transformation de la sorcière et tout, c'est absolument traumatisant. Moi, je demandais à ma mère de me repasser ce passage-là de la cassette et je me cachais derrière le canapé, mais je voulais le repasser. Je lui demandais de le mettre en boucle, mais je regardais pas. J'ai eu un espèce de... un apprentissage de la peur autour de cette séquence-là de transformation de la sorcière. Taram et le chaudron magique, il y a Tim Burton qui a bossé, c'est l'anecdote que tout le monde raconte, mais qui a bossé sur l'équipe, qui était dans l'équipe décor. Donc il a fait des arbres, des trucs et tout dans les décors. Et puis je crois que c'est sur ce film qu'il s'est fait virer de chez Disney parce que de son propre aveu, il passait son temps à sniffer des marqueurs et que, en vrai, il était trop créatif pour le taf qu'on lui donnait, quoi. Mais c'est quand même Disney, à cette époque-là, juste un peu après, qui a accepté de financer son court-métrage d'animation Vincent. Et donc c'était quand même en effet une époque où ils prenaient un peu des risques, même si ça coûtait pas très cher pour Disney. Ouais, ils ont eu une période un peu foufou où ils se sont dit allez, les enfants, en fait, ils aiment bien avoir peur. Ouais, en fait, moi je sais pas. T'as dit tout à l'heure que tu trouvais ça vraiment dommage qu'on puisse plus parler de ces sujets-là aux enfants dans le cinéma d'animation aujourd'hui. Moi, je sais pas trop ce que j'en pense. Je sais pas. Je trouve que le monde est tellement anxiogène. Est-ce qu'on doit se rajouter une couche dans la fiction dès l'enfance, d'angoisse, ou est-ce que, à l'inverse, on manquerait pas un petit peu
de récits inspirants, mais pas inspirants en mode « Ah, contentez-vous du monde, il est bien comme il est », mais plutôt ne vous en contentez pas et visez quelque chose de mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Ce sont des scènes qui sont marquantes pour les enfants, mais on en garde un souvenir positif, en fait. Et donc, moi, j'ai eu peur en regardant Brisby, mais je regardais la cassette encore et encore, donc pourquoi je regardais si j'avais peur ? Ouais, c'est un apprentissage. Ben, c'est ça, c'est comme se raconter une histoire d'horreur autour d'un feu, du coup, il faut plus le faire, alors. T'as raison, tu marques un point. Surtout dans les murmures du phare, je peux pas aller contre toi. Là, on est toutes les personnes qui écoutent aiment bien se faire peur. Je pense qu'ils ont chacun des anecdotes, des histoires à raconter sur leur enfance et leur premier contact avec l'horrifique. Donc oui, tu es en terrain conquis. C'est toi qui gagne ce débat. Yes. Bien, merci beaucoup, Apolline, d'être venue au phare pour nous parler de tout ça. C'est un plaisir de t'avoir ici. Ben, merci, plaisir partagé. Et nous, on enchaîne tout de suite avec l'horoscope des enfers. Laissons parler les astres, quel malheur vous attend, quel démon veille sur votre destinée. Écoutez attentivement, votre horoscope infernal commence maintenant. Bélier. L'inconnu qui vous viendra en aide veut véritablement votre bien. Faites-lui confiance, malgré sa laideur. Taureau. Vous foncez, mais n'oubliez pas vos rétroviseurs, certaines créatures foncent plus vite que vous. Gémeaux. Aujourd'hui, la conjonction Soleil-Pluton favorise les communications avec l'au-delà. Plus besoin de Ouija, un simple abonnement téléphonique pourrait suffire. Cancer. Des personnes vont vous approcher en prétendant faire partie de votre famille. Ils essaieront ensuite de vous faire boire une soupe. Je vous la déconseille, elle est trop salée. Lion. Retournez toujours vos gants de vaisselle avant de les enfiler pendant les 15 prochains jours. Vierge. Ça peut paraître étrange, mais faites vérifier vos dents. Il se pourrait que l'une d'entre elles ait été modifiée par un individu malveillant. Balance. Arrêtez de donner à manger à ce chat sur le pas de votre porte, ce n'est pas un chat. Scorpion. L'air frais vous fait le plus grand bien, mais surtout, ne levez pas les yeux au ciel. Sagittaire, pour votre santé, buvez 5 litres de sang frais par jour. Capricorne. Bonne nouvelle, vous êtes célèbre. Votre voisin tient un blog où il détaille chacun de vos faits et gestes. Il est suivi par des millions de lecteurs. Verseau. Si vous avez l'occasion de remplir une gourde d'eau bénite, faites-le avant de revoir votre ex. Poisson. Profitez de l'énergie de Mars en trigone avec Uranus pour réaliser un cauchemar, c'est le moment. Merci d'avoir écouté les murmures du phare. Merci à Cédric Horry-Lemarié de m'avoir proposé son texte « Pareidolie ». Merci à Cédric, Léa, Simon, Paul, Jacques et York qui ont participé à la création de cet horoscope à mes côtés. J'espère que tout comme moi, vous avez passé un moment terrible et délicieux. Si vous voulez participer au podcast, que ce soit pour me raconter vos cauchemars, vos anecdotes paranormales ou me proposer un texte de fiction, c'est tout à fait possible. Il suffit de m'envoyer un mail à lesmurmuresduphare, tout attaché, @bricevincent.fr. Pour plonger plus profondément dans l'ombre, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Bonne nuit, chère auditrice, cher auditeur. Si vous osez revenir, il suffit de suivre la lumière du phare. À bientôt.